de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes, bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum des œuvres marquant la jeunesse congolaise. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons au moins parler de l'univers à l'envers. Je ne sais pas, c'est pour aboutir à l'enfer. Donc notre invité qui est là, c'est lui qui va juste nous donner le goût, les découvertes même de son ouvrage de l'univers à l'envers, à la personne de Daniel Moukoubi. Bonjour ou bienvenue à cette émission. Merci beaucoup et bonjour Madame Elali. Je suis très ravi et très passionné par votre émission et voilà, je vous remercie une fois de plus pour votre invitation. Merci beaucoup Daniel. De l'univers à l'envers, pour en finir où? À l'enfer? L'univers à l'envers, c'est un processus. J'ai commencé à constater le dérèglement de l'univers. L'univers qui était debout commence à pencher et aujourd'hui il est presque par terre. Il est renversé, il est inversé. Les valeurs sont devenues anti-valeurs. Et moi je me dis, à cette allure-là, l'univers va tout droit à l'enfer. D'où, en tant que poète de la nation, je devais me lever et commencer à alerter la population, à crier sur la bêtise humaine et à dire que si nous continuons dans cette lancée-là, nous sommes en train d'aller tout droit à la perte de l'humanité. Et là, vous faites allusion juste à notre pays, la République démocratique du Congo, ou bien vous envisagez aussi le monde tout entier? Vous savez que le premier ouvrage que j'ai eu à écrire, c'est Mes écrits, cris de mon peuple. Et ça, c'était un ouvrage pratiquement calé sur les réalités de la République démocratique du Congo, avec les affres de souffrance, les affres de la guerre, les affres de la famine, les affres de violence. Et tout ça, c'était calé vraiment sur les réalités de la République démocratique du Congo. C'était une œuvre tout à fait nationale. Et maintenant, avec l'univers à l'envers, je suis allé au-delà des réalités nationales et j'ai embrassé les réalités telles que vécues en Europe, en Amérique et même en Afrique. Lorsque vous parlez au moins, je ne sais pas, je vais quand même aller un peu trop profond par rapport à vos œuvres. Nous avons ici l'affaire Bombay, affaire Oudjana, phénomène Oudjana Sifolodure, le phénomène Mbeya Mbeya. Vous aussi, je ne sais pas si vous avez au moins une vision de loin pour évoquer ça, nous dormons debout. Tout à fait. Vous savez, le poète, quand il écrit, il y a de grands poètes qui ont écrit, par exemple, Thomas Randraa, il a dit « Poète, tu parleras ». Toi que les dieux ont élu pour que ruissellent de champs nos sources et vibrent de sève nos forêts, fidélité nos hommes, hommes nos hommes. Donc, c'est-à-dire que le poète parle des choses qui vont venir, parfois même sans le savoir et parfois sans le vouloir, parce que les dieux l'ont élu. Il y avait une révélation cachée là. Bon, en fait, quand, par exemple, aujourd'hui, on voit, comme vous l'avez dit, le phénomène Bombay. Oui. Nous dormons debout. C'est le 28e poème que j'ai écrit dans l'univers à l'envers. C'est-à-dire que les gens, ils s'enivrent de drogue, ils s'enivrent de substances toxiques qui sont toxiques à la fois pour leur corps, pour leur âme, pour leur esprit. Et ils croient que c'est ça l'évolution, ils croient que c'est ça le plaisir. Mais aujourd'hui,
on commence à le constater et tout le monde s'est levé au niveau national. Vous avez vu, même ça a fait l'objet de débats au Conseil des ministres. Mais quand j'ai écrit ça, le phénomène Bombé n'était pas encore d'apparition. Mais aujourd'hui, vous allez dire que Victor Hugo a écrit « Le poète, en des jours impies, vient préparer les jours meilleurs ». Aujourd'hui, alors que Bombé est en train de faire des gaffes, moi, je suis en train de préparer l'après-Bombé, que les gens s'en passent de ça et qui commencent à réfléchir sur autre chose plus important que le Bombé. Lorsque vous vous mettez au moins à pouvoir écrire vos œuvres, vous envisagez aussi les années futures ou comment? Parce que le fait d'avoir au moins Bombé, quelque chose qui n'existait pas, il y a au moins, depuis l'apparition de vos ouvrages, il y a 2 ans, s'il faut le dire, 2 ans après, Oui. on se retrouve devant le phénomène Bombé. Avez-vous l'idée, avez-vous rêvé un jour, avez-vous envisagé qu'un jour on aura aussi le phénomène Bombé? Non, je n'avais pas l'idée que le phénomène Bombé devrait arriver, mais j'ai eu l'inspiration d'écrire sur quelque chose qui ressemble à ça. Et aujourd'hui que c'est devenu une réalité, je me dis toujours que ce qui me vient en tête et que je dois écrire, je n'hésite pas à l'écrire parce que ce que j'ai constaté avec beaucoup de mes textes, vous savez, avant même l'apparition de mon premier ouvrage, je l'ai sorti d'ailleurs pour ça, parce que je voyais que ce que j'écrivais 3 ans, 4 ans avant, c'est arrivé maintenant et l'ouvrage n'était pas encore publié. Je m'étais dit, on va me prendre alors pour menteur quand je vais commencer à publier que j'écrivais sur ça il y a 3 ans. Alors j'ai précipitamment publié cet ouvrage-là, Mes écrits, Cris de mon peuple. Et c'est lui qui a préfacé ça, le poète Guillaume Bokassa. Qu'est-ce qu'il a dit dans la préface? Il a dit, tes vers poétiques sont des versets prophétiques. Donc, il a trouvé là de la prophétie à part entière. C'est ça qui a poussé aussi à certaines personnes de vous appeler le prophète de la nation. Tout à fait, parce qu'il y a un lien direct entre le poète que je suis et le prophète qui, la plupart du temps, dévoile les choses à venir sans qu'elles ne soient encore venues. Et là, vous n'êtes plus de la nation, vous êtes transnational parce que vous savez, vous êtes allé au-delà même de nos frontières. Tout à fait. Aujourd'hui, maintenant, et les gens commencent à découvrir le poète de la nation. Et j'ai eu à passer quelques émissions, même en dehors de la République démocratique du Congo. Et j'ai eu à visiter la plupart des pays aujourd'hui. Et ma poésie continue en tout cas à transcender les frontières nationales. Aujourd'hui, on commence à parler de poète des nations, prophète des nations. Et donc, c'est en même temps une responsabilité et une charge qui pèse sur moi quand on me donne de telles appellations, c'est-à-dire je dois être à la hauteur des attentes du peuple. Vraiment. Je reviens avec vous sur l'histoire du soir, je ne sais pas, c'est parce que nous avons perdu nos us coutumes, donc s'il faut le dire, nous étant qu'enfants du pays et aussi nos parents qui ont perdu les us et coutumes, parce que moi je me rappelle à l'époque où mon grand-père nous relatait beaucoup plus les histoires les soirs, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est regrettable, l'Afrique est en train de perdre sa valeur. Et il y a des valeurs vraiment qui sont purement africaines et qui devraient continuer à nourrir notre vie quotidienne, notre tradition, notre culture africaine. Il y a notamment l'hospitalité. L'Afrique était considérée comme un continent, une terre hospitalière. Aujourd'hui, l'hospitalité est en train de disparaître. L'Afrique était considérée comme le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on continue à voir ça? Parce que la solidarité africaine, c'était autour du feu, le soir. Il y a les grands-parents qui sont là, qui sont en train de transmettre à leur génération future des valeurs, en tout cas, qui sont des valeurs humaines. On transmettait l'amour, on transmettait le courage, on transmettait la force, on transmettait l'espoir. Mais aujourd'hui, ça n'existait plus. D'où j'ai écrit Histoire du soir. Et j'ai dit, chaque fois quand viennent les soirs, pense à écrire ta propre histoire. Histoire d'amour, histoire d'espoir. Ah, là, ça ne sert plus aux parents de pouvoir relater aux enfants les histoires anciennes, mais c'est à nous de commencer à écrire notre propre histoire. Oui, justement parce que le titre c'est l'univers à l'envers, parce que déjà cette valeur-là est inversée.
le feu du soir autour duquel on trouve parents et enfants en train de se transmettre les valeurs n'existait plus. Je demande maintenant aux jeunes de se prendre en charge eux-mêmes, de commencer à écrire leur propre histoire. Nos parents n'ont pas écrit. Aujourd'hui, nous commençons à écrire l'univers à l'envers. Nous commençons à écrire nos réalités. Et si nous ne nous prenons pas à charge, notre culture va disparaître comme ça et notre humanité, notre société sera oubliée. Et là, au moins, faut-il recourir, parce que ici, je ne sais pas, vous avez dit la nature n'est-elle pas artificielle. Croyez-vous à ça exactement? Oui. En fait, quand j'ai écrit la nature n'est pas artificielle, c'est en partant d'un constat amer. Parce que si vous voyez l'avant-dernière strophe de ce poème-là, il dit ceci. Plus doux que le miel, ça n'enchante pas. La nature n'est pas artificielle. On est soit maman, soit papa. Et plus belle que la vie, ça ne ravira pas. C'est-à-dire que j'ai trouvé, aujourd'hui on commence à promouvoir l'homosexualité et à promouvoir le lesbianisme. Un garçon veut commencer à se faire passer pour une fille. Une fille commence à se transformer pour devenir garçon. Et ça, ce sont des comportements totalement qui vont à l'encontre des valeurs sociétales africaines généralement et même au niveau mondial. Et moi, j'ai alerté, j'ai dit non, attention, si vous êtes garçon, acceptez que vous êtes garçon. Si vous êtes fille, acceptez que vous êtes fille. Les transgenres, ça n'existe pas. La nature n'est pas artificielle. Il ne faut pas commencer à changer l'ordre naturel des choses. Et pensez-vous que vos interpellations vont-ils atteindre les objectifs au vu de cela? Bon, tout à fait. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je continue toujours à sensibiliser, je continue à faire ma part des choses. Moi, ce n'est pas parce qu'on ne me suit pas dans la vérité que je dois abandonner la vérité, non. Je dois continuer à dire, s'il faut même, parce qu'aujourd'hui, quand je constatais je commence à parler de l'homosexualité pour dire que ce sont des mauvaises choses, on a commencé à fermer mes comptes Facebook, etc. Mais je dis, peu importe, ma voix arrivera même là où vous êtes en train de l'interdire. Et qu'il faut-il faire de toutes les façons lorsque vos comptes Facebook sont un peu fermés, ainsi de suite? Ce sont juste des risques aussi, faut-il éviter, non? Je ne sais pas, de votre côté. Non, nous ne devons pas éviter le risque d'être haïs parce que nous sommes dans la vérité. Ce n'est pas parce que les gens ont peur de la vérité qu'il faut abandonner la vérité. Nous devons continuer à dire la vérité parce que nous sommes tous responsables chacun de l'autre. Et si moi je vois que nous sommes en train d'aller à la dépravation des mœurs et que je n'alerte pas, à ce moment-là, je serai en train de cautionner ce mal. Et moi, je me refuse de cautionner le mal. Quand je verrai le mal, je vais frapper fort et encore fort. C'est ça le risque à payer. C'est-à-dire que si les gens vont me détester pour ça, ils vont me détester, mais au moins, je vais leur dire la vérité. Il y a Napoléon qui disait qu'ils vous haïssent pourvu qu'ils vous craignent. Voilà. La guerre, je ne sais pas ce qu'est la guerre. C'est la suite de mes cris de mon peuple ou bien la continuité même de l'univers à l'envers. Bon, au fait, quand j'ai écrit mes cris de mon peuple, je voyais la guerre dans un œil purement congolais. Mais quand j'ai vu que les affres de la guerre continuent à se faire vivre un peu partout au monde, on voit le Boko Haram, on voit les guerres au Liban, je vois les guerres en Afghanistan, avec les enlèvements, aujourd'hui les talibans, etc. Et maintenant, le coup d'État qui vient de se passer en Guinée-Conakry, Alpha Condé aujourd'hui. Donc tout ça, je me suis dit maintenant, il faut développer la guerre sous cet angle-là, vu du niveau international. C'est pourquoi j'ai dit, la guerre est un œuf éclos sous les plumes d'un oiseau gisant par terre, regard constamment fixé sur les nids construits au-dessus des aisselles concaves des branches. Et là, j'ai continué à dire que la guerre est cet oiselet longtemps étouffé par l'impuissance opportune des ailes voulant voler plus haut pour avoir ce qu'elles n'ont pas vu, ravir les poils cramoisis du plumage voisin et picorer dans le grenier d'à côté.
Lorsque les ailes longtemps clouées par terre prennent leur envol, la terre souffre de rage d'être céleste et le sol meurt d'envie de devenir aérien. Le ciel se sent envahi et l'air veille sur la protection de l'espace aérien. Alors, la guerre éclate plus qu'un éclat de rire. Waouh! Ils ont volé notre cœur d'enfance. Qui vous ont volé vos cœurs d'enfance? Ils ont volé notre cœur d'enfance. Aujourd'hui, il y a un complot. C'est suite à la guerre, je ne sais pas. C'est suite à la guerre. Non. Vous avez dit ça. La guerre fait partie de ça parce que quand nous vivons les affres de la guerre, nous voyons comment on tire à bout portant sur un être humain. Parfois, nous étions à Goma. On voyait, durant la génocide au Rwanda, on voyait une mère, on lui dit, prends ton bébé, mets dans un mortier, commence à piler. Et on voit un bébé, on lui dit, prends l'arme et tire sur ton père. On nous a volé notre cœur d'enfance. On est venu avec des comportements importés. Et on nous a arraché cet amour-là pour la vie qui est sacrée. Il n'y a pas moyen de pouvoir récupérer ou bien avoir l'espoir par rapport aux cœurs là qui sont détournés, volés même. Oui, ça demande un travail qui doit être couplé notamment à des séances d'exercice psychologiques où on commence à remonter le moral, on commence à forger l'homme dans sa nature humaine, avec son esprit humain, avec le pardon, avec la pitié, avec toutes ces valeurs-là. Il nous faut combien d'états au moins pour arriver à ça? Bon, il faut d'abord qu'on puisse intérioriser cet aspect des choses, parce qu'aujourd'hui, déjà nos universités, combien organisent des facultés psychologiques? Combien ont aujourd'hui pitié de voir les enfants peiner? Non, c'est-à-dire que nous devons d'abord retravailler notre société, avoir une ligne qu'on va définir. Dès qu'on n'a pas défini une ligne à suivre, à ce moment-là, on ne saura pas définir le temps. Parce que le temps dépendra de notre volonté à attaquer ces problèmes. Aujourd'hui, quand on voit dans le programme de développement, est-ce qu'on tient compte du développement de l'enfant dans toutes ses valeurs, dans toutes ces mesures? On ne tient pas compte de ça. Comme ils ont volé au moins votre cœur d'enfance, ils ne veulent pas que vous soyez nombreux. Tout à fait. On est en train de nous dire que l'Afrique, c'est un continent où il y a maintenant beaucoup de gens. Maintenant, on doit commencer à faire la planification des naissances. Mais non. Ce qu'ils savent, c'est que le nombre des Africains, c'est un atout majeur. Parce que l'Afrique est appelée à être le continent leader, le continent qui prend les devants et qui montre la ligne à suivre. Mais aujourd'hui, on nous dit que si on continue à se multiplier, c'est une mauvaise chose. Non, ils savent que si les Africains atteignent 2 milliards d'habitants, à ce moment-là, ça sera difficile de dominer l'Afrique. Donc, ils veulent carrément maintenir le nombre limité des Africains pour continuer à les contrôler, à les coloniser sous d'autres formes, le néocolonialisme. Et moi, je dis non, le nombre des Africains, c'est un atout important. Nous devons être nombreux pour faire face à ceux qui nous veulent voir disparaître. Et c'est ça que je ne sais pas, de toute façon, ce sont juste la suite des idées. C'est ça qui vous a au moins poussé de dire que nous vivons d'une manière contraire à la réalité, la vie contraire à la réalité. Oui, en fait, la vie contraire à la réalité ici, ce sont des bêtises qui continuent à prendre de l'ampleur. Et moi, je me suis donné la mission de taper sur la bêtise humaine. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'esprit colonial qui nous a été légué par les colons et les colonisateurs, avec leurs colonels, ils nous ont imposé des choses qui n'étaient pas imposables. Ils nous ont transformés et dit libres, nous vivons comme des esclaves. Ils décident de notre sort. Ils précipitent notre mort et nous effacent comme la poudre blanche au tableau noir. Riches, nous vivons comme des pauvres. Ils mangent les fruits de nos efforts. Ils lèchent la sueur de nos fruits, de nos fronts et nous sèchent comme du poisson salé.
travailleurs, nous vivons comme des chômeurs. Ils exploitent notre intellect, ils vivent de notre salaire et ils nous laissent bredouilles tels des cadavres. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne profitent pas de fruits de leur travail. Ce sont les autres qui s'enrichissent sur leur dos. Et moi, je me suis dit, ça, c'est pas normal, il faut commencer à attaquer ces problèmes. Voilà, il faut commencer à attaquer ces problèmes. Alors, qui est le plus grand ennemi de notre humain? Alors, c'est Oui. ça, c'est des là où il faut dire que non, nous vivons avec nos ennemis, que nous ignorons de toutes les façons. Ben, tout à fait, nous vivons avec nos ennemis. Aujourd'hui, nous devons réaliser cela. Parce qu'aujourd'hui, l'univers qui est devenu à l'envers, aujourd'hui, un parent peut être ennemi pour son enfant, un enfant peut être ennemi pour son parent. Aujourd'hui, on dit que celui, par exemple, qui a organisé le coup d'État en Guinée-Conakry et qui a chassé Alpha Condé, c'est quelqu'un de son sang, c'est quelqu'un de sa famille rapprochée. Et donc, parce que nous sommes tous humains, nous avons peut-être un ennemi commun. Parce que nous sommes égaux, mettons de côté nos égaux. Aujourd'hui, on veut être des égoïstes, des égocentristes. Pourquoi? Parce qu'on veut que tous nous appartiennent. Et pour ça, pour avoir ce que tu n'as pas, tu es prêt à tuer ton père, tu es prêt à tuer ta mère, tu es prêt à sacrifier ton mari. J'ai dit l'ennemi commun, ne le cherchons pas loin, il est avec nous, assis sur notre banc. Que faut-il faire de toutes les façons? Que faut-il faire pour éviter, bon, comme vous venez de le dire ici, peut-être on n'est pas au moins compétente à faire une telle chose, mais on veut toujours le faire. Donc, devant une telle situation, que faut-il faire? Devant une telle situation, il faut d'abord commencer par transformer la mentalité. Et changer la mentalité commence d'abord par la tête. Nous devons transformer notre tête. Aujourd'hui, on s'occupe beaucoup plus du développement social, du développement économique. Et on oublie un aspect très important qui est le développement humain. Il faut le développement de tout homme et de tout l'homme. Que l'homme soit transformé, que son intelligence soit renouvelée. Et même la Bible l'a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi vous avez pu interpeller la conscience, le comportement de régler. Oui, oui. Tout à fait. Croyez-vous à ça que nos comportements sont Notre comportement est déréglé, tel dans un système informatique virtuel. Ils ont programmé notre dégénérescence intellectuelle. Quand nous sommes allés les voir honnêtement, ils ont fait des fausses promesses de traitement. Dans leurs manœuvres, ils ont porté à la destruction notre esprit et notre système de reproduction. Par l'infusion de leurs toxines dans nos raisonnements, ils voulaient nous voir réagir bêtement. Aujourd'hui, on veut nous voir réagir à la manière des bêtes. On veut nous voir, en tout cas, être comme des animaux sauvages, nous entretuer, nous entre-déchirer. Aujourd'hui, la violence est supportée. Aujourd'hui, les comportements qui n'ont pas de valeur dans la société, c'est celui-là même qui est promis. Ici, je souhaiterais que vous aidez au moins nos fidèles téléspectateurs que vous suivez de partout. Lorsque vous dites que notre comportement est déréglé, de quel comportement s'agit-il exactement ici? Bon, notre comportement... Et surtout nous les Congolais, nous n'avons pas une belle image en dehors de nos frontières. Oui, en fait, quand j'ai dit, ils ont utilisé la peur comme une arme et navigué dans la mer de nos larmes, tout en faisant de nous des impurs, ils ont gardé leur sang pur. Maintenant, ils tremblent dans leur coin, car ils savent que leur chute n'est pas loin. Parce qu'ensemble, nous allons agir, leur disparition ne tardera pas à venir. C'est-à-dire, je suis en train de dire qu'il y a des malfaiteurs qui colportent des complots contre le peuple africain en particulier et congolais. Et donc, aujourd'hui, j'ai dit qu'ils sont en train de vouloir que nous puissions nous comporter en bêtes sauvages. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu, ils veulent nous mettre dans ce comportement-là, que nous ne puissions pas réfléchir, que nous ne puissions pas avoir un cœur d'amour, que nous puissions nous haïr. Voilà, par exemple, ils veulent que nous puissions être en balkanisation. Ils sont en train d'essaimer le tribalisme
au milieu de nous. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, on va dire celui-là il est Swahili, celui-là il est Kassaïen, il est Luba, il est Congo, il est Ngala. Donc je ne peux pas parler avec lui, je ne peux pas traiter avec lui, je ne peux pas travailler avec lui. C'est ce qui nous déchire. Voilà le comportement qui a été déréglé. Alors qu'auparavant, nous avions l'amour, nous avions la solidarité, nous avions la fraternité, nous avions tout ce qui avait comme le sens d'hospitalité. Voilà le comportement. Et comment jugez-vous alors le comportement de jeunes Congolais, s'il faut le dire, en général, ainsi que de vie en particulier, face à ces poèmes? Face à ces poèmes, je vais dire que nous sommes encore distraits. D'où je me suis donné le devoir de continuer à sensibiliser, à faire un éveil de conscience, à réveiller la jeunesse surtout, parce que l'Afrique est essentiellement jeune. Plus de 60% de la population africaine est jeune. Si aujourd'hui vous voyez le Covid-19 n'a pas fait des ravages en Afrique, oui. C'est justement, entre autres, parce que nous avons un climat qui est un climat vraiment très bien adapté, mais aujourd'hui nous avons aussi une jeunesse qui résiste à tous ces affres-là. Donc si la jeunesse se réveille et prend conscience de sa situation, en tout cas l'Afrique prendra le lead du monde. Comme le bio a cédé sa place au synthétique, il n'y a pas moyen de recourir au moins, il n'y a pas moyen de faire de modifications à notre environnement. Oui, l'environnement est génétiquement modifié. Il est vraiment génétiquement modifié parce que, comme vous l'avez dit, le bio a cédé sa place au synthétique. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, on est en train de vouloir diminuer le coût des vivres frais. Ok? Mais jusque-là, par exemple, on n'y parvient pas. Mais il y a plein de formules là-dedans. Ce sont des trucs qui ont été parfois mal conservés, qui ne peuvent pas consommer et qui nous envoient ici pour que nous, on puisse les consommer. Mais au contraire, moi, je voudrais d'ailleurs qu'on puisse hausser le prix de ces vivres frais et qu'on puisse organiser le niveau interne, que nous puissions produire notre propre nourriture. Parce qu'avec ce qui nous vient ailleurs, il y a du poison dedans. On veut nous entretuer, on veut nous exterminer, on veut que nous puissions disparaître. Mais si, avec nos 80 millions d'hectares de terres arables, si, avec notre potentialité halieutique de 800 000 tonnes de poissons, on peut aujourd'hui arriver à une autosuffisance alimentaire. À nous, la population congolaise, ou bien... La faute est partagée. Voilà. D'abord, il y a absence de volonté politique où, si aujourd'hui on s'est dit nous nous concentrons uniquement sur l'agriculture, c'est-à-dire nous faisons la promotion de l'élevage domestique, nous faisons la promotion de l'agriculture avec des systèmes innovants, et aujourd'hui on peut arriver à nourrir un tiers de la population mondiale, soit à peu près 3 milliards d'âmes. On peut nourrir 3 milliards de bouches. Seule la République démocratique du Congo. Et donc, si aujourd'hui, nous prenons conscience, nous avons des terres fertiles. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de venir prendre notre sol pour aller fertiliser leur sol et commencer à produire suffisamment de nourriture. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas continuer à approvisionner notre population d'abord et le surplus, on envoie à l'étranger? Il y a les chercheurs de l'université de Kisangani qui ont dit que en République démocratique du Congo, c'est possible de continuer à produire des aliments pour longtemps avec notre terre qui est très fertile. Voilà, je crois bien que ça peut être un message interpellatif à tout le monde qui nous suit, surtout à nos autorités, de pouvoir prendre conscience à ça afin d'améliorer ces secteurs-là. Croyez-vous être mal entouré? Oui. Ça, c'est vraiment le poème qui est dédié à la République démocratique du Congo. Me permettez vraiment que je puisse quand même lire ça. Je vous en prie. Tout à fait. Je suis mal entouré. Mes voisins de droite ont été attaqués. Je leur ai ouvert les portes de mon cœur. Je leur ai ouvert le portail de ma parcelle. Je leur ai laissé libre cours à ma maison et je leur ai mis à l'abri du danger. Mais ils ont tissé contre moi un complot pour déchirer mon cœur, morceler ma parcelle, détruire ma maison et me mettre en danger.
Je suis mal entouré. Mes voisins des devants ont cadenassé leur bouche, bouché leurs oreilles et fermé leurs yeux. Pourtant, ils ont vu devant ma maison les voleurs qui ont forcé ma porte. Ils sont entrés chez moi, ils ont violé ma femme et mes filles. Ils ont torturé mes enfants et ils ont pillé ma maison. Étonnant, mes bourrons sont rentrés calmement. Je suis mal entouré. Mes voisins de gauche ont déplacé mes bornes. Ils ont exploité mon jardin. Ils se sont enrichis de mes biens. Ils ont bu l'eau de mon robinet. Ils sont partis me traduire en justice injuste. La justice a, sans raison, rejeté la raison, donnant droit au maladroit. Que faut-il faire? Je sais bien que c'est vraiment un très long intro. D'abord, nous savons que nous sommes arrivés au mois à la fin. Nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. Que faut-il faire lorsqu'on sent au moins être mal entouré à nos voisins, voisines? Bon, quand nous sommes mal entourés, je crois qu'il y a deux solutions. La première solution se trouve à la fin de ce poème qui dit « Je suis le Congo démocratique, moi, la roche-mère enfouie sous les limons qui fertilisent la gloire, la puissance, la force et la richesse de ces pays épiphytes, nicha sur les branches de la convoitise des nations que j'ai entretenues, apprivoisées. » C'est-à-dire que nous devons rester d'abord vigilants face à nos voisins. Ensuite, nous devons développer une force interne qui va faire peur à nos voisins et qui va leur alerter que, attention, quand vous voulez m'attaquer, je suis prêt à me défendre. C'est ça qui vous a poussé au moment de pouvoir interpeller le rôle de peuple. Oui, le rôle de peuple, c'est notamment de choisir ses dirigeants. Et là, j'ai dit au peuple de se prendre en charge et de mettre sur lui les dirigeants qu'il faut. Parce que si nous sommes dirigés par des inconscients, on va aller droit dans un... Vous avez toujours dans vos écrits ici une vision de loin. Donc vous imaginez déjà les 5 ans, les 6 ans, les 8 ans à venir. À venir et non après. Ah, tout à fait. Alors qu'as-tu fait? On va boucler par là. Qu'as-tu fait après tout ça, après tout? Oui. Qu'as-tu fait ici, c'est un appel à tous les dirigeants du monde qui prennent des décisions sans pour autant voir les conséquences de ces décisions. Et je leur ai dit, qu'as-tu fait aux dirigeants de la terre? Qu'as-tu fait de cette lune qui t'a empêché de tomber dans la fosse commune? Pour elle, n'as-tu pas été une panthère qui voulait croquer sans pitié? Donc, les décisions que nous devons prendre, voyons la lune, voyons le soleil, voyons la population, voyons les forêts. Merci beaucoup Daniel d'être là ce soir. Je dis merci aussi à la grande équipe technique, Etienne Ilongo, tu m'as déjà signalé avant, je sais, merci. Merci Jonathan Goma, Adassan Poutou, André Tintala, merci de nous avoir assistés. Bonne suite au programme sur nos antennes. Suivez la rediffusion de cette émission le samedi à 15h30. Au cas contraire, suivez-nous à notre chaîne YouTube Elali Madunga. Merci, bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show et jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bazwaki pardon, bazalaki bajene. Biso bajene ya lelo soki tokbamoni